Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Je vous avais promis des nouveautés lors de l'épisode précédent et en voici une qui me tient particulièrement à cœur. Rencontre. C'est le nom de la série d'épisodes que j'ai choisi de vous proposer en ce début d'année 2024, car je partirai régulièrement à la rencontre d'une personnalité du monde de l'art. Avec cette série de rencontres, je souhaite donner la parole à des acteurs experts pour échanger avec eux sur leur parcours, leur métier, leur perception du marché de l'art. Je veux mettre en avant aussi une forme de sororité et surtout de vraies personnalités, dans le sens qu'elles marquent de leurs empreintes personnelles leur secteur d'activité. Dans ce nouvel épisode, ce n'est plus ma voix que vous allez entendre, ou si peu, parce que je crois aussi fermement que dans nos activités professionnelles, tout est une histoire de rencontres et qu'il me fallait juste le bon moment pour les raconter. Pour cette première rencontre, j'ai choisi de vous faire découvrir le métier d'une galeriste parisienne, et pas n'importe laquelle, puisqu'elle diffuse sur tous les continents les œuvres des artistes qu'elle représente avec un véritable engagement à leur côté. Je connais Karol Zanewski depuis plus de 8 ans, et si je l'ai sollicitée pour cette première, c'est parce que j'ai eu envie de porter un coup de projecteur sur sa vision si libre et personnelle, et vous découvrirez pourquoi, de son métier de galeriste qu'elle exerce depuis plus de 20 ans, de mettre en avant ses qualités professionnelles et aussi de souligner sa grande authenticité, notamment dans ses échanges, et ce, quels que soient ses interlocuteurs. Et à la fin de notre échange, je reprendrai quelques instants le micro pour évoquer l'actualité si riche de la galerie pour les prochains mois. Mais d'ici là, je vous souhaite une belle rencontre avec la galeriste Karol Zanewski. Alors, première question, Karol, est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés la première fois? Ah, il se peut qu'on n'ait pas les mêmes souvenirs, c'est vrai. Pour moi, aussi loin que je me souvienne, c'était à Dakar. C'était la première fois? La toute première fois. On s'est retrouvés à Dakar. On s'est retrouvés à Dakar. Tu te souviens pas qui nous a présenté la première fois? La toute première fois. C'est vrai. C'est Barthélemy. C'est Barthélemy? Oui, et il nous a présenté, je crois qu'il nous a présenté dans la galerie de Nelly. Tu te souviens pas? Et c'est quand on s'est retrouvés à Dakar après. Tout à fait, tout à fait. Tu as une mémoire d'éléphant, toi. Et il m'a dit, je te présente une jeune galeriste de talent, Karol. Et puis je t'ai retrouvée complètement par hasard, quelques semaines plus tard, à Dakar. Oui, comme quoi, admirable d'avoir comme ça en commun cette personnalité qui est Barthélemy Togo et voilà. Et qui en tant qu'artiste camerounais a énormément fait pour à la fois les artistes, les galeries, etc. de son pays. Et qui continue à œuvrer au quotidien, tout à fait, avec Bonjour Station, pour ne citer que ce centre d'art-là, mais qui est unique voilà, au monde dans son modèle économique et dans sa diffusion de l'art et dans son programme de résidence d'artistes aussi. Complètement. Oui. Alors justement, qu'est-ce qui fait que Karol Onambélé, artiste plasticienne autodidacte qui est née à Yaoundé, a monté la galerie en 2010, je crois, à Paris, Karol Zanewski. Quel chemin, c'est vrai. Dit comme ça, Marion, c'est vrai que... Et après, c'est une galerie, il faut le dire, qui est aussi présente maintenant à New York. Présente physiquement à New York, un nouveau lieu. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on peut même remonter encore plus loin, hein. Donc, c'est une petite fille qui est certes née en ville à Yaoundé, mais qui, dès 6 mois, se retrouve dans un petit village à 20 km de Yaoundé, et loin d'imaginer d'avoir le parcours que j'ai aujourd'hui. On ne sait pas, on ne prévoit pas, la vie est pleine de surprises et c'est vrai que je vais sauter une bonne partie de ma vie pour me retrouver donc à cette époque où je suis artiste peintre officiellement, puisque inscrite à la Maison des Artistes,
et ayant un numéro d'artiste qui fait que on me prend un peu plus au sérieux que la matrice que j'étais avant cela. Tout simplement, j'ai voulu ouvrir un lieu, un atelier pour moi. Après des années de demande à la mairie de Paris sans succès, je me suis dit, je ne vais pas attendre que qui que ce soit me tende la main, il faut prendre son destin en main. Donc je vais ouvrir mon lieu et œuvrer en tant qu'artiste. Et de fil en aiguille, donc le hasard a voulu que je rencontre une personne avec qui j'ai ouvert ce lieu à Bois-Colombes, non pas à Paris, alors que j'habitais Paris, à Bois-Colombes dans le 92. Et on a commencé sous forme d'association tout simplement. Et j'ai commencé à exposer mon travail et de fil en aiguille à exposer le travail des amis. Et puis ça a grossi parce qu'on est passionné, qu'on fait sérieusement les choses, même si aux yeux du monde on n'est pas professionnel, mais on le fait sérieusement. Donc cela a duré, cette première étape en tant qu'artiste et par la force des choses, galeriste amatrice, voilà, diffuseuse d'art, déjà de mon entourage. Ça a duré quand même 6 ans jusqu'en 2010, donc de 2003-2004 jusqu'en 2010, où je suis à la fois artiste plasticienne, pluridisciplinaire, principalement artiste peintre quand même, voilà, mais qui du coup aussi expose ses confrères et consoeurs. Et aujourd'hui, tu travailles plus du tout en tant qu'artiste ou tu continues à créer? Alors, c'est vrai que être artiste et produire ça demande du temps et ça demande de la concentration. Je me rappelle de ce moment où je pouvais dessiner et peindre pendant 10 heures d'affilée. J'ai eu mes enfants très tôt, vers 26 ans, donc c'est vrai que c'était en tant que jeune maman, mener les deux de face, être artiste, essayer de trouver des lieux d'exposition, trouver comment développer son art tout en gérant une famille, même si j'avais qu'un enfant à l'époque. C'était quand même un combat de femmes. Voilà. Et c'est-à-dire que je pouvais, dès que je l'avais déposée à l'école, ma fille, dès 8h30, je travaillais jusqu'à 16h30, le temps de la récupérer non-stop. Et là, j'avais le temps de produire, mais je n'avais que ça à faire. Exposer quelques amis, c'est pas du tout la même chose que gérer une galerie internationale. Donc ça, c'est arrivé au fur et à mesure. Cette professionnalisation a eu lieu en 2010 quand j'ai ouvert mon lieu seul à Paris en tant qu'entreprise. Galerie, c'est là où il a fallu me professionnaliser dans tous les sens du terme. Donc ne plus être une association mais une entreprise, apprendre ce que c'est que le métier de galeriste que j'ai appris sur le tas et sur le tard, et puis corriger sans arrêt ce que je faisais pas bien pour que ça fonctionne. Et qui t'a permis de développer tes compétences? Tu l'as fait en autodidacte là encore, ou c'est des personnes qui t'ont aidé? Développer mes compétences en tant que galeriste. Alors j'ai toujours été passionnée, c'est-à-dire que même en tant qu'artiste, j'étais autodidacte et j'ai passé tout en étant, quand je faisais mes études, j'étais à la fac, mais je passais mon temps dans les musées et acheter des livres d'art pour essayer de comprendre comment tout cela, à quoi cela s'amenait et à quoi ça impliquait. Et donc j'ai fait la même chose en tant que galeriste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on apprend par les livres, par les rencontres. Oui, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont donné des bons conseils et ces personnes, il y en a énormément. Il y en a énormément. J'ai toujours eu de la chance dans ma vie et je pense que c'est aussi parce que je suis ouverte que les gens m'offrent. Je dirais exactement ça. Non seulement tu es très proactive, efficace, etc. et tu vas vers les gens.
tu es très ouverte, et que ce soit avec les collectionneurs, les art advisors, les artistes, etc. Tu es toujours dans l'échange, en fait. C'est ce qui te caractérise vraiment. Et alors, dans le monde de l'art contemporain, qui est vraiment concurrentiel, qu'est-ce qui, selon toi, définit une bonne galerie? Je ne me pose pas la question de savoir si je suis une bonne galerie, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une bonne galeriste. C'est tout simplement pour moi être bonne galerie, c'est peut-être être en adéquation avec soi-même, avec ses aspirations, avec ce qu'on a vraiment dans le cœur et comment on veut le présenter au monde. Et rester vrai, rester juste, rester soi-même. Et tout le reste, j'ai tendance à dire, se fait. Parce que comme on ne triche pas, les choses se passent naturellement. On ne force pas, donc on n'a pas de difficulté à faire les choses. C'est vraiment passionnant ce que tu racontes sur les démarrages de ton métier de galeriste. Est-ce qu'on peut revenir sur ta ligne curatoriale qui est vraiment très spécifique en fait? Ma ligne curatoriale a évidemment évolué sur 20 ans. Avant, j'ai commencé par présenter des artistes qui travaillaient autour de l'art urbain. Donc des artistes urbains, et ensuite mes fréquentations, mes rencontres ont fait que ça a évolué au moment où j'ai commencé à retourner en Afrique, tout simplement. Parce que ça faisait... moi, je suis arrivée en France en 1988. Et pendant longtemps, j'y suis pas retournée au Cameroun. Ou alors, j'y retournais très, très rarement, tous les 5 ans ou 10 ans. Et là, donc en 2016, 15-16, je décide d'y retourner et de prendre un peu le pouls de la scène de Douala et de Yaoundé au Cameroun, là où se concentrait la majorité des artistes camerounais, avec les quelques centres d'art qui commençaient à naître à l'époque. Et ça m'a fait réfléchir, et du coup, petit à petit, sans même que je m'en rende compte, en revenant en France, j'ai commencé à exposer des artistes africains et de la diaspora. Ceux de la diaspora qui étaient ici en France et surtout à Paris demandaient à être représentés et avaient des difficultés à trouver des galeries. Mais il n'y avait pas de galerie tenue par une personne d'origine africaine à l'époque à Paris ici? Peut-être, mais voilà, il faudrait vraiment que quelqu'un fasse des recherches. C'est vrai que j'ai pas... J'ose pas dire que j'étais la première, mais il me semblerait bien que j'étais reconnue comme la seule galerie d'origine africaine à l'époque déjà, même si c'était pas au niveau où je suis aujourd'hui. Et donc voilà, c'est face à ce manque de représentation, de visibilité de ces artistes-là, que j'ai aussi eu comme un devoir de les représenter de par mes origines. Et petit à petit, ça a pris le dessus avec l'évolution de tout ce qui s'est passé sur l'art contemporain dit africain, qui était centré sur l'Afrique en tout cas. Et à mesure que les fondations s'ouvraient en Afrique, qu'il y avait de plus en plus de collectionneurs qui regardaient cette scène-là, ou ces scènes-là, j'ai eu une envie encore plus poussée de représenter ces artistes et d'en faire plus, et d'aller chercher au plus profond. Oui, et puis de les individualiser, parce que, comme tu dis très justement, marché de l'art contemporain dit africain, ça veut absolument rien dire. Voilà. Chaque artiste est unique, et c'est une zone géographique de 54 pays. De 54 pays et au-delà, puisque c'est l'Afrique. Évidemment, on pense d'abord à l'Afrique dans ses frontières, mais c'est l'Afrique dans le monde, éparpillée dans le monde de par l'histoire de toute la diaspora, les afro-descendants. Voilà, donc ça fait finalement représenter le monde entier, si on doit le voir comme ça. Alors justement, dans ce monde entier, comment tu choisis de représenter un artiste? Tu as des critères spécifiques? Mon histoire se caractérise, que ce soit mon histoire personnelle ou professionnelle, se caractérise par les rencontres. Le mot rencontre a une place tellement importante dans ma vie. Ça me fait tellement plaisir, parce que j'ai intitulé cette série Rencontre. Voilà, et ça je ne le savais pas. Voilà, c'est vraiment ça.
c'est les rencontres qui font une histoire, qui font des histoires, qui font la vie d'un être humain, pour moi, hein, la somme des rencontres de sa vie, voilà, des différentes périodes. Donc comment je l'ai choisi? Je ne l'ai choisi pas, on se rencontre et ensuite quelque chose, il y a comme une magie qui opère, ou en tout cas une évidence qui vient confirmer le fait qu'on doit travailler ensemble, ou ne pas travailler ensemble d'ailleurs. Ça fait longtemps que je connais certains artistes, on se côtoie, on est amis, c'est pas pour autant qu'on travaille ensemble, qu'on collabore. Puis il y en a d'autres, c'est des histoires personnelles qui aussi peut-être me parlent un peu plus que pour certains artistes, et on décide de collaborer, de faire une première collaboration, puis une deuxième, puis finalement ça se transforme en représentation. Donc pour ma part, je pars jamais comme ça d'emblée à dire tiens, je choisis tel artiste, je vais le représenter. Il faut qu'il y ait une communication établie, et que cette communication se soit transformée en envie de travailler ensemble. Je dis souvent, c'est comme dans un mariage, on ne décide pas d'épouser l'autre pendant que l'autre n'a pas envie d'être épousé. Donc c'est une volonté, une acceptation mutuelle qui fait qu'on se dit bon ben voilà, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Et quand ce bout de chemin doit s'arrêter, il s'arrête aussi naturellement, sans qu'on l'ait forcément décidé, planifié en amont. D'autant que tu laisses toujours une très grande liberté à la fois de production et contractuelle à tes artistes. C'est assez étonnant finalement dans ce monde de l'art où tout à fait. Tout est maintenant très contractualisé. En fait. Contractualisé et presque, voilà, je vois que certains ou certaines galeristes ont la main mise sur certains artistes. Moi, c'est une chose que je n'ai jamais acceptée, que je ne conçois pas. Parce que moi-même j'ai été artiste et donc je sais ce que c'est que d'être restreint. Pour moi, déjà je me dis que je n'ai pas les moyens de payer un salaire à un artiste tous les mois, parce que c'est quand même ça, le privatiser, l'avoir que pour soi, c'est pouvoir le financer. Pour qu'il puisse vivre de son art. Et donc je trouve déjà c'est la première chose, et donc on a un peu l'impression que cet artiste ne fait que travailler pour vous. Moi je ne suis pas très à l'aise avec cette idée. Je trouve que l'artiste doit rester libre mais vraiment de collaborer avec qui il ou elle veut. C'est quelque chose qui est important, parce que ça apporte de la richesse. Plus on collabore et plus on a des points de vue et de possibilités et à l'infini en fait, qu'on ne soupçonnait même pas, et ça transforme, ça nous amène à autre chose qu'on n'avait pas forcément en tête, et c'est ça qui est riche. Et je trouve que des artistes qui travaillent avec moi sont tout à fait libres de travailler avec d'autres galeries, avec des institutions, parce que ça va les enrichir, et du coup je veux aussi en profiter de cette richesse que ces artistes vont apporter dans leur création. Voilà, donc je trouve que c'est ça qui est important. Tu as une vision très novatrice de ton métier de galeriste finalement, mais qui est tellement évidente quand on y pense, c'est-à-dire cette liberté du droit d'auteur, parce que c'est un auteur, l'artiste. Tout à fait. Elle existe partout dans le monde, il y a des droits en tant qu'auteur. Et ensuite, vous, les diffuseurs, les galeristes, vous en avez aussi. Mais toi, tu as décidé finalement de privilégier la relation personnelle et la diffusion des œuvres partout. Mais parce que c'est ce que j'aurais voulu qu'on fasse, qu'on me propose quand j'étais artiste. Et cette mainmise qu'ont certaines personnes sur le travail des artistes, jusqu'à les orienter sur comment il faut qu'ils produisent, ou qu'elles produisent, qu'est-ce qu'il faut mettre sur le marché, parce que c'est ça qui se vend le mieux, ce qui est sur le moment. Moi, je ne pratique pas ça, parce que c'est une entrave à la liberté de création. Parce que là, ça devient des commandes. C'est plus du tout, ça n'a plus rien à voir avec l'idée même d'un artiste libre. On sent effectivement que tu imprègnes ton métier de galeriste de ta nature d'artiste, finalement. Tout à fait, tout à fait. Et donc,
Ça a été quelque chose, un point très important pour moi quand j'ai décidé de représenter les artistes, surtout à un haut niveau à l'international. Parce que j'ai été une galerie de quartier. Bon, voilà, on peut juste mettre au mur des œuvres, les vendre et puis ça s'arrête là. Là, le métier que je fais aujourd'hui suppose que je dois soutenir les artistes, que ce soit financièrement, moralement, les informer sur ce qui se passe sur le marché du travail, parce que parfois ils ne sont pas renseignés, sur comment je peux dire ça, les modalités, sur le... administrative et tout. Donc c'est être aussi, faire un travail de conseil. Moi, je trouve qu'il est tout à fait normal pour une galerie de faire du conseil auprès des artistes que nous représentons. Parce que c'est comme ça qu'on va travailler au mieux notre collaboration. Et donc, oui, c'est quelque chose qui est très important pour moi de ne pas faire que vendre, parce que ça implique énormément de choses d'être galeriste de nos jours. Et selon toi, quelles sont les plus importantes contraintes que tu as en tant que galeriste aujourd'hui? En tant que galeriste, alors ça dépend de quel point de vue, enfin enfin, les plus grandes contraintes, évidemment, c'est d'allier sa passion aux contraintes financières. Parce que moi, j'avoue, pour ma part, j'aurais préféré être que galeriste et m'occuper que de la partie artistique, la partie qui est la plus agréable pour moi, la plus fun. Mais je suis aussi chef d'entreprise. Et là, il faut regarder, il faut concilier en même temps l'investissement qu'on fait, que ce soit pour les foires, le choix des foires, combien on va donner pour la production d'un artiste, est-ce qu'on le soutient, jusqu'à quelle hauteur, et puis laisser cours à ces idées les plus folles. Parfois j'aimerais faire des choses folles mais qui coûtent cher, alors il faut vraiment arbitrer, c'est le plus difficile. C'est ce que je dirais, hein, c'est le plus difficile. Donc, et quel est ton plus beau souvenir à ce jour en tant que galeriste? T'en as forcément un? J'en ai plusieurs, j'en ai tellement que j'ai du mal à choisir quel est mon plus beau souvenir. Concernant chaque artiste avec lequel je travaille, c'est souvent le moment où on décide de travailler ensemble, de mettre les choses en route et voilà, on se lance, on se dit allez, chiche, faisons-le et puis on verra bien. C'est les moments les plus beaux, je dirais. Et ta plus grande fierté en tant que galeriste? C'est quand même d'être encore là, de résister toutes ces années, c'est-à-dire être partie de rien, avec mes propres deniers, et d'être encore là malgré le Covid, malgré les difficultés qui peuvent survenir, que ce soit financières et autres, et d'être encore là et de me battre pour les artistes auxquels je crois, et de continuer à faire des projets. Et justement, comment tu perçois l'évolution aujourd'hui du marché de l'art dans le monde, et plus particulièrement pour l'art contemporain du continent africain et sa diaspora, que tu promeus aux quatre coins de la planète? Les temps sont durs, on peut le dire. Il y a eu un avant et un après Covid. Vraiment. Les choses, pour ma part, me paraissaient peut-être plus, en fait, acquises, plus faciles. Elles étaient un peu plus faciles. Maintenant, on doit se battre pour tellement de changements. Il y a eu tellement de changements depuis. Il y a eu le Covid, il y a eu l'après-Covid, le post-Covid. Donc, maintenant, il faut réinventer des modèles pour pouvoir aller de l'avant. Et on a d'autres challenges sans arrêt qui sont là, des conflits géopolitiques qui se sont annoncés après la période post-Covid, qui font que on y est encore, et on espère que
2024 qu'on va commencer à tourner la page de tous ces conflits qui ont un peu explosé un peu partout. Mais bon, voilà, moi je suis pas très experte en politique, donc... Mais tu voyages beaucoup, donc tu dois ressentir des différences de consommation d'art. J'aime pas trop ce terme-là, mais ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Sur le continent américain, sur le continent européen, sur le continent africain, sur le continent asiatique. Ah, tout à fait, les consommateurs, clients, collectionneurs, on peut prendre tous les mots qu'on veut. Tu sais que c'est la première fois qu'on parle de collectionneurs au bout de plus de 20 minutes. Voilà. Et ils existent, heureusement, parce que sinon... Mais il y a toutes sortes de collectionneurs. N'importe qui est collectionneur et peut l'être à sa façon. Absolument. Il y a plusieurs façons de collectionner aussi. Donc, comment est-ce qu'on sent oui, je perçois des différences d'un continent à l'autre, évidemment. Si je regarde l'Afrique, c'est vrai que il y a toujours quelque chose qui revient. On nous dit oui, il n'y a pas de collectionneurs en Afrique. Moi, je vois les choses bouger. Je vois les choses bouger. Certainement qu'il y a quelques années, peut-être 20 ou 30 ans en arrière, il y en a toujours eu, mais beaucoup moins. Mais il y a de la nouvelle génération de collectionneurs, il y a des jeunes qui côtoient le monde, qui travaillent tout en vivant à Abidjan, vont travailler à Londres, ceux qui vivent aux États-Unis vont voyager et aller sur le continent africain. Ils côtoient le monde et consomment de l'art. Et ont envie de soutenir la scène de leur pays. Exactement. Contemporaine. Et c'est ça qui est très fort. Voilà, exactement. De leur pays où c'est vrai que ça commence par là parce qu'on a un lien des origines. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le pays de mes origines? Mais ces collectionneurs-là élargissent parce que les artistes du continent et de la diaspora sont très connectés au monde et sont très complexes. Donc il y a plein de... Ils se mêlent, il y a des courants comme ça, voilà, les uns s'inspirent aux autres en fonction de l'endroit où ils vivent, où ils travaillent. Donc c'est des artistes qui s'inscrivent dans le monde. Moi je dis souvent, il y a autant de courants qu'il y a d'artistes actuellement. Et de différences interindividuelles. Oui, et qui s'inspirent vraiment de tout. Donc les collectionneurs je trouve qu'il y en a de plus en plus qui sont présents en Afrique et qui veulent le montrer, qui collectionnent, qui participent à cet effort de collection. En Amérique, c'est différent parce que le premier marché mondial, c'est quand même les États-Unis et donc encore plus New York où j'ai ouvert une galerie en début d'année. Donc on sent que c'est... ils collectionnent pas de la même manière que les Européens. Exactement. Voilà, en France, tu as encore des amateurs d'art qui n'osent pas pousser la porte d'une galerie, leur vernissage, etc. Tout à fait. Alors que les Américains n'ont peur vraiment de rien. Les foires que j'ai faites aux États-Unis, c'est là où on nous pose le moins de questions sur les artistes, sur la pièce. Les Américains, ils arrivent, ils aiment, ils disent bon bah voilà, ça me plaît. Combien ça coûte, ok, je prends. Et après, nous on est là, on court après eux en train de dire mais vous savez, l'artiste vient de tel endroit, il a fait telle exposition et limite, je dis pas que c'est le cas de tous les collectionneurs américains, mais la plupart quand même ils sont pragmatiques. Ils sont pragmatiques, ils sont pas... voilà, en Europe et beaucoup en France, on parlemente beaucoup avant une acquisition. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est une tendance du marché de l'art en 2023, depuis 2023, puisqu'on est déjà en 2024, c'est le retard à l'allumage au moment de choisir d'acquérir une œuvre d'art. C'est qu'il y a beaucoup plus de temps. Le temps de réflexion pour le collectionneur, le temps de négociation avec le galeriste, c'est plus lent. Et je trouve ça que c'est pas plus mal finalement, parce que c'est pas une consommation habituelle d'acquérir une œuvre d'art. Bah, ça dépend comment on conçoit l'acquisition, pour quel but.
je parlais des Américains tout à l'heure, je simplifie en disant ça, mais c'est pas loin quand même de dire que c'est des objets de décoration. Voilà, ils ont des appartements, des villas à remplir, bon, voilà, ça me plaît, allez hop, on y va. Alors qu'en Europe, en France, ça va être quand même plus, on va réfléchir sur les acquisitions par rapport à la collection, la ligne curatoriale, la ligne de sa collection, qu'est-ce qu'on collectionne et pourquoi, où est-ce qu'on veut aller. Voilà, c'est beaucoup plus intellectuel, plus, voilà, c'est ça le pays de la pensée, donc on doit tout penser, et la pensée demande du temps, la réflexion, et donc les acquisitions aussi, c'est-à-dire quand on arrive enfin à une acquisition, en France en tout cas, c'est que le collectionneur a réfléchi quand même, hein, parce que ça va rentrer dans une collection et il faut que ça rentre dans une ligne, voilà. Et puis vous devenez en quelque sorte des partenaires de l'artiste, puisque c'est le collectionneur qui va acquérir l'œuvre, qui va plus ou moins la diffuser en fonction de qui il est, et surtout lui permettre de continuer son chemin. Oui. Donc c'est important d'avoir des relations apaisées, je dirais, et continue avec ces collectionneurs qui partent avec une des œuvres des artistes en fait. Oui, les collectionneurs, quand on a réussi à se connecter, parce qu'il y a une relation galerie-collectionneur. La galeriste étant, ou le galeriste étant au milieu, fait le trait d'union entre l'artiste et le collectionneur. Il est important, et c'est comme ça que certains collectionneurs ont confiance en nous. On devient aussi des conseillers pour certains collectionneurs. Il y en a qui achètent, bon, des acheteurs one shot, je dirais, une fois, et puis voilà, ils passent sur autre chose, ou ils achètent un peu comme ça, ils papillonnent, hein, de galerie en galerie. Et puis il y a vraiment des collectionneurs fidèles, c'est-à-dire que ils aiment la ligne de la galerie, ils aiment la personnalité de la galeriste ou du galeriste, et la philosophie générale qu'on insuffle. Et donc c'est une relation qui s'installe et qui peut durer. Et nous, on a quelques collectionneurs comme ça à la galerie qui nous aiment, qui nous apprécient en tant qu'humains. Et ce qu'on dégage, et donc sont très enclins à nous écouter parce qu'on est aussi connecté à leur propre philosophie, à ce qu'ils sont. Alors je sais que certaines galeries essayent d'éviter que les œuvres qu'elles commercialisent se retrouvent rapidement sur le second marché. Toi, t'en penses quoi? Je pense que ça peut être un problème, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus, alors nous, ça nous arrive maintenant aussi avec certains artistes qui demandent à ce qu'on propose. C'est pas évident de le proposer à un client, à un collectionneur. Des contrats de dire attention, si on vous vend cette pièce, cet artiste, vous ne pourrez pas revendre ça avant 2 ans, 3 ans. Voilà. Toi, tu donnes une durée de 2 ans, 3 ans? Je n'impose rien, je conseille. Je conseille. Je discute beaucoup avec les collectionneurs. Et les collectionneurs, comme tout public, comme tout un chacun, ont besoin de conseils et en quelque sorte d'être éduqués sur la bienséance, sur les pratiques, même pour leur propre collection. C'est-à-dire que remettre trop tôt une œuvre qu'on vient d'acheter, qui vient de sortir d'un atelier, donc le premier marché, de la retrouver 1 an après sur le second marché, ça peut être catastrophique. Et pour la collection, enfin, ça va si la personne veut s'en débarrasser et ne veut plus rien avoir à faire avec cet artiste, mais ça peut être dangereux et pour le collectionneur et pour l'artiste surtout. Moi, je pensais surtout à la cote de l'artiste, parce que bien sûr, on ne contrôle pas ce qui se passe au second marché comme on peut le faire sur le premier marché. Ce ne sont pas du tout des prix liés à tout le travail de promotion que vous faites de l'artiste. Et c'est carrément un prix qui correspond
à la rencontre de l'offre et de la demande, et qui n'est pas maîtrisable en fait. Et donc c'est dangereux sur le court terme. Et la plupart du temps, les gens qui remettent, les collectionneurs qui remettent sur le marché très très vite, c'est en vue de spéculer. Et donc ça, est-ce que c'est un bon collectionneur aussi? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. D'où effectivement la multiplication de ces contrats de non-revente avant une certaine période de temps. Et je trouve que c'est pas plus mal, surtout quand on s'adresse à des artistes qui démarrent leur carrière et qui ont besoin de temps pour construire ce qu'on appelle leur cote. Et comme je le disais, Marion, tout à l'heure, nous, on n'impose rien aux collectionneurs, mais on a un devoir de conseil, d'informer, de dire tout simplement ce qui pourrait se passer. Et je pense que heureusement, on a des collectionneurs sages qui nous écoutent. Et heureusement aussi qu'on n'a pas encore eu affaire à ce genre de collectionneurs qui remettent trop tôt. On n'a que les collectionneurs à la galerie qui savent ce qu'ils font. C'est grâce à la galeriste, parce qu'elle passe beaucoup de temps à justement être très pédagogue avec tout le monde. Et d'ailleurs, ton temps est super précieux et je le sais ô combien. Tu as une actualité très importante dont je parlerai dans la conclusion de cet épisode, mais je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je te laisse le mot de la fin, Carole. Authenticité. On est d'accord. Voilà. Mais quel galeriste et quelle humilité! Carole, à aucun moment, lors de notre échange, n'a mis en avant ses projets internationaux en cours de réalisation, et ce, avec certains de ses artistes internationalement reconnus qu'elle représente. Mais il en est un que je voudrais véritablement souligner, indépendamment de la participation de la galerie aux Foires internationales de Art Paris, début avril, puis Expo Chicago, mi-avril, et juste après la Biennale de Dakar, en mai, où elle sera présente lors de l'African Art Book Fair. C'est l'exposition rétrospective qui débutera le 6 juin prochain, organisée par la Tate Modern à Londres et qui sera consacrée à l'activiste visuel Zanele Muoli que la galerie Karol Zanetski représente selon le souhait de l'artiste. Zanele Muoli est aujourd'hui l'une des photographes et artistes sud-africaines les plus militantes, notamment pour son travail de lutte pour l'égalité des genres dans son pays, et elle est exposée dans le monde entier. Alors, avec plus de 260 photographies, notamment avec ses autoportraits iconiques en noir et blanc, l'exposition de la Tate Modern illustrera toute l'étendue, la richesse et les engagements de cette artiste hors norme. Last but not least, il faut noter la très prochaine exposition de Karol Zanetski dans sa galerie parisienne, située au 39 rue d'Autancourt, dans le 17e arrondissement, qui devrait vous surprendre. Mais là, chut, je n'en dirai pas plus. Voilà, c'était En direct du marché de l'art, épisode 2 de la saison 5, série Rencontre la galeriste. Restez à l'écoute pour un prochain épisode, ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.